Mon nom est Eric Thompson, et à 28 ans, je ne m'attendais jamais à me battre pour le respect sous le toit de mes parents. En tant que graphiste, je mets de la créativité dans chaque projet. Pourtant, mes parents ne voient d'aucun potentiel gâché. Lorsque j'ai perdu mon appartement et que j'ai dû retourner vivre chez mes parents temporairement, j'espérais trouver du soutien, mais j'ai trouvé des jugements à la place. Cette conversation fatidique au dîner a tout changé, me lançant sur un chemin inattendu de découverte de soi. Avant de me plonger dans mon histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur j'aime et sur le bouton s'abonner si le drame familial vous touche de près et restez avec nous pour voir comment tenir bon peut transformer les relations à jamais. Reprendre vie avec mes parents n'a jamais fait partie de mon plan quinquennal. À 28 ans, j'avais construit ma vie à Seattle, travaillant à distance en tant que graphiste pour une petite agence en pleine croissance. J'aimais mon appartement, avec ses grandes fenêtres et son éclairage parfait pour mon travail créatif. Puis est arrivée la lettre informant tous les locataires que le bâtiment avait été vendu à des promoteurs qui prévoyaient de le convertir en appartement de luxe. Nous avions 60 jours pour trouver un nouveau logement. Le marché locatif à Seattle était brutal. Chaque appartement abordable avait des dizaines de candidatures, et les endroits dans mon budget étaient soit trop loin de la ville, soit dans des quartiers douteux. Après 3 semaines de recherches frustrantes et 5 candidatures rejetées, j'ai appelé mes parents. « Bien sûr, tu peux rester avec nous le temps de trouver tes repères, ma chérie, » a dit ma mère, Patricia, chaleureusement. « Ta vieille chambre ne fait que prendre la poussière de toute façon. » Mon père, James, était tout aussi accueillant lors de cet appel téléphonique initial. « Fils, c'est à cela que sert la famille. Reste aussi longtemps que tu as besoin pour te remettre sur pied. » Leur acceptation immédiate m'a apporté un sentiment de soulagement. J'ai emballé mes affaires, mis certains meubles en stockage et suis retourné dans la maison de banlieue où j'avais grandi, juste à l'extérieur de la ville. La maison ressemblait exactement à ce dont je me souvenais de mon enfance, la coloniale bleue à 2 étages, avec des bordures blanches et le jardin soigneusement entretenu de ma mère à l'avant. La première semaine s'est bien déroulée. Mes parents semblaient sincèrement heureux de me retrouver, et je veillais à exprimer ma gratitude quotidiennement. J'ai installé mon poste de travail dans ma vieille chambre, transformant l'espace qui abritait autrefois des posters de groupes de rock et d'équipes sportives en un bureau à domicile fonctionnel. Mes 2 moniteurs, mes graphiques, ma tablette et ma chaise ergonomique semblaient étrangement professionnels sur les murs bleus délavés que ma mère avait peints quand j'avais 12 ans. J'ai proposé de payer le loyer immédiatement, sortant mon chéquier dès le 2e soir au dîner. « Ah, ne sois pas idiot », a dit mon père en agitant la main. « Économise simplement ton argent pour trouver un bon endroit plus tôt. » J'ai insisté pour contribuer d'autres manières, en prenant en charge l'entretien de la pelouse et en aidant à la préparation des dîners. J'ai même réparé le robinet qui fuyait dans la salle de bain du bas qui goûtait depuis des mois. Ma mère semblait reconnaissante, mais j'ai surpris les regards échangés entre mes parents lorsqu'ils pensaient que je ne regardais pas. La désapprobation subtile a commencé pendant la 2e semaine. Cela a commencé par des questions innocentes sur mon emploi du temps de travail. « Tu restes juste assis devant cet ordinateur toute la journée ?» a demandé mon père au petit déjeuner. « Quand vas-tu vraiment au travail ?» J'ai réexpliqué que mon poste était entièrement à distance, me permettant de travailler de n'importe où avec une bonne connexion Internet. L'agence a un bureau physique au centre-ville, mais la plupart d'entre nous travaillent à domicile. « H » a-t-il répondu, son ton suggérant qu'il considérait cet arrangement comme moins légitime que le trajet domicile-travail. De mon temps, les gens allaient travailler.
Comment sait-on si tu travailles vraiment? Par la qualité de mon travail et le respect de mes délais, ai-je expliqué patiemment. Mon équipe a des réunions virtuelles tout au long de la journée. Mon père, qui avait travaillé 35 ans comme responsable des ventes pour une entreprise de fabrication, ne pouvait manifestement pas concevoir une carrière sans présence physique. Il se levait tous les matins à 5h30, mettait son costume et parcourait 45 minutes de trajet dans chaque sens. C'était sa définition du vrai travail. Ma mère était plus subtile dans ses commentaires. Ça doit être agréable de sortir du lit et d'être au travail, disait-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Pas besoin même de sortir de ses pyjamas. Pour l'anecdote, je m'habillais toujours professionnellement de la ceinture aux épaules, pour les réunions vidéo et portais généralement des vêtements appropriés toute la journée pour maintenir un état d'esprit de travail. Mais expliquer cela à ma mère semblait défensif. Alors j'ai souri et hoché la tête. Ma sœur cadette, Abigail, qui venait tous les dimanches pour le dîner familial, était la seule à sembler comprendre. À 25 ans, elle travaillait comme gestionnaire des médias sociaux pour une entreprise locale et faisait face à des idées fausses, similaires, sur les carrières numériques. Ignore-les, m'a-t-elle conseillé quand nous étions seuls. Ils sont d'une autre génération. Papa imprime encore ses emails pour les lire. J'ai ri à cela, reconnaissant pour son soutien. Mais la tension dans la maison devenait palpable. L'espace qui contenait tant de souvenirs d'enfance semblait maintenant de plus en plus étouffant, comme si les murs se refermaient chaque jour qui passait. Je me suis surpris à regretter mon appartement avec une intensité qui m'a surpris, pas pour l'espace physique, mais pour la liberté qu'il représentait. Même si les commentaires continuaient, j'ai maintenu mon respect et ma gratitude. C'étaient mes parents, après tout. Ils m'avaient élevé, m'avaient payé mes études universitaires et m'avaient ouvert leur maison en cas de besoin. Je me suis rappelé que c'était temporaire, juste jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit où vivre. Je pouvais supporter quelques perspectives old school pendant quelques mois, si seulement j'avais su alors à quelle vitesse quelques commentaires sceptiques se transformeraient en quelque chose de beaucoup plus blessant. Si seulement j'avais reconnu les premiers signes avant-coureurs de la tempête qui se préparait. Peut-être aurais-je pu tracer une autre voie, une qui n'aurait pas mené à ce dîner fatidique qui a tout changé. 2 mois se sont écoulés avec une friction croissante dans le foyer Thompson. Je me suis installé dans une routine qui tournait autour de mon travail, me levant tôt pour commencer les projets clients dès 7 heures du matin. Je prenais de courtes pauses pour les repas, mangeant souvent à mon bureau pour maintenir mon flux de travail. Mon poste à l'agence était devenu plus exigeant car nous prenions en charge plusieurs nouveaux clients, ce que je considérais comme un développement de carrière positif. Mes parents voyaient les choses différemment. Toujours à cet ordinateur est devenue la salutation standard de mon père lorsqu'il passait devant la porte ouverte de ma chambre. Son ton portait un mélange de désapprobation et de mépris qui me blessait plus que je ne voulais l'admettre. Mes tentatives d'établir des limites sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Une fois, lors d'un appel vidéo important avec un client potentiel majeur, mon père est entré dans ma chambre, sans frapper, demandant à voix haute un colis. Je me suis mis en sourdine. J'ai fait un geste rapide vers la caméra et j'ai murmuré que j'étais en réunion. Il a levé les yeux au ciel et est parti sans fermer la porte, me forçant à me lever maladroitement de ma chaise en pleine présentation pour la fermer moi-même. Lorsque j'ai mentionné cet incident, suggérant plus tard qu'une porte fermée devrait indiquer la confidentialité, ma mère s'est empressée de le défendre. C'est sa maison, Eric. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il fasse la danse du ventre toute la journée, parce que tu fais tes trucs d'ordinateur.
Ce ne sont pas des trucs d'ordinateur, maman. Ce sont des réunions clients qui valent des milliers de dollars de contrat. Elle a soupiré de cette manière particulière que font les mères lorsqu'elles essaient de ne pas dire ce qu'elles pensent vraiment. Si tu avais un travail de bureau normal comme ton cousin Brandon, tu n'aurais pas ces problèmes. Ah, le cousin Brandon, l'étalon d'or aux yeux de mes parents. Brandon travaillait comme analyste financier pour une grande entreprise, portait des costumes tous les jours et venait d'acheter sa première maison. Son parcours professionnel cochait toutes les cases que mes parents comprenaient et respectaient. Ma profession créative, bien que me permettant de payer mes factures et de me fournir un travail épanouissant, ne parvenait pas à être enregistrée comme légitime. Les comparaisons sont devenues plus fréquentes et moins subtiles. Brandon a eu une autre promotion, annonçait ma mère au dîner, me jetant un regard significatif. Où le service de santé de l'entreprise de Brandon est excellent, commentait mon père en consultant ses propres relevés d'assurance. Je fis de mon mieux pour laisser ces commentaires glisser. Un soir, j'ai partagé une nouvelle excitante au dîner. « Jardin. J'ai décroché le projet Meridian aujourd'hui, ai-je annoncé, incapable de contenir mon enthousiasme. Meridian était une entreprise d'articles de plein air bien connue, et obtenir la refonte de leur site web était une réalisation importante pour moi et pour l'agence. « C'est bien, » a dit ma mère, en passant les pommes de terre. « As-tu postulé pour des vrais emplois aujourd'hui ?» Les mots m'ont frappé comme un coup physique. « C'est un vrai travail, maman. Ce contrat à lui seul vaut plus que 3 mois de salaire de Brandon. » Mon père a ricané. « Jusqu'à ce qu'il décide qu'il n'aime pas tes petits dessins et te lâche. Il n'y a pas de stabilité dans ce que tu fais. » Ce ne sont pas des petits dessins, papa. C'est du travail de conception professionnelle pour des entreprises établies. Je travaille à l'agence depuis 4 ans, sans aucune période de chômage. « Tu vis toujours au jour le jour, n'est-ce pas ?» a-t-il insisté. « Sinon, tu aurais assez économisé pour trouver un nouvel appartement d'ici maintenant. » La conversation a dégénéré par la suite, mes parents exprimant un scepticisme croissant quant à mon choix de carrière. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à mon ami d'enfance Marcus, qui m'a suggéré de nous rencontrer pour boire un verre à notre ancien repère, un petit pub non loin de la maison de mes parents. Marcus a écouté attentivement pendant que je me défoulais autour d'une bière fraîche. L'éclairage tamisé et l'atmosphère familière du pub ont offert un bref répit à la tension à la maison. « Tu sais que tu peux venir dormir chez moi si les choses deviennent trop difficiles », a offert Marcus. « La chambre d'amis n'est pas grand-chose, mais elle est à toi si tu en as besoin. » J'ai été touché par sa générosité, mais j'ai refusé. « Merci, mais je devrais pouvoir trouver mon propre endroit bientôt. Et malgré tout, ce sont mes parents. Je ne veux pas endommager notre relation en partant en mauvais termes. » « Ne les laisse pas te miner », m'a conseillé Marcus, l'inquiétude évidente dans son expression. « J'ai vu comment ton père peut être. Tu te souviens comment il a réagi quand tu as choisi l'école d'art plutôt que le commerce. » Je m'en souvenais. La situation actuelle commençait à ressembler à une répétition de ce conflit antérieur avec la déception de mon père et le soutien passif-agressif de ma mère à sa position. Certaines choses n'ont jamais changé. La semaine suivante a vu la tension s'intensifier davantage. Mes parents ont commencé à me désigner comme « poids mort » lorsqu'ils parlaient à des proches au téléphone, assez fort pour que je l'entende de ma chambre. Oui, Eric est toujours là. Pas de perspective d'emploi encore. Il fait juste ses trucs d'ordinateur toute la journée. L'ironie, c'est que ma carrière prospérait en réalité. J'avais pris des projets supplémentaires pour accélérer mes économies, travaillant tard le soir, après que mes parents soient allés se coucher.
Le projet Meridian se déroulait exceptionnellement bien. Le client demandant des services supplémentaires au-delà de la portée initiale. Mais rien de tout cela n'a enregistré auprès de mes parents qui semblaient déterminés à considérer mon travail comme rien de plus qu'un passe-temps prolongé. Malgré leur manque de respect croissant, j'ai continué à aider à la maison. J'ai mis à jour leur ancien routeur Wi-Fi lorsqu'il est tombé en panne. J'ai passé un dimanche entier à installer leur nouvelle télévision intelligente et j'ai même créé un système numérique pour organiser la vaste collection de recettes de ma mère. Chaque tâche a été accueillie par une appréciation momentanée, suivie rapidement d'une critique continue de mon choix de carrière. J'ai intensifié ma recherche d'appartements, vérifiant les annonces quotidiennement et programmant des visites autant que possible. Le marché de Seattle restait difficile, avec des options abordables soit rapidement accaparées, soit nécessitant des compromis importants en termes d'emplacement ou de qualité. Néanmoins, j'étais déterminé à retrouver mon indépendance, même si cela signifiait un trajet plus long ou un espace plus petit qu'auparavant. Alors que le 3e mois de mon séjour commençait, je me sentais de plus en plus comme un étranger dans ma maison d'enfance. Mon identité professionnelle, que j'avais bâtie à travers des années d'éducation et de travail acharné, était systématiquement démantelée par les personnes qui auraient dû être mes plus grands soutiens. Quelque chose devait céder. Et bientôt, je ne m'attendais pas à ce que le point de rupture arrive si dramatiquement ou change le cours de ma vie si complètement. La soirée qui a tout changé a commencé comme un mardi ordinaire dans le foyer Thompson. J'avais travaillé depuis l'aube sur une date limite serrée pour le projet Meridian, finalisant les éléments de conception réactive pour leur interface mobile. Le travail était complexe et exigeant, nécessitant toute mon attention. C'est pourquoi j'ai perdu la notion du temps. Quand j'ai finalement émergé de ma chambre, l'arôme de la lasagne de ma mère remplissait la maison. Il était 18h45, bien après notre heure habituelle du dîner. Mon père et ma mère étaient déjà assis à la table du dîner, leurs expressions indiquant clairement que mon retard était une autre transgression à ajouter à ma longue liste de lacunes. « C'est gentil à toi de nous rejoindre », a dit ma mère, sa voix portant cet accent particulier que j'avais appris à reconnaître. « J'allais mettre ta portion au réfrigérateur. »« Désolé, » ai-je dit sincèrement. « Stu, je finissais quelque chose d'important pour un client. »« Plus important que le dîner familial ?» a demandé mon père, sans lever les yeux de son assiette. J'ai pris ma place à table, le même siège que j'avais occupé tout au long de mon enfance. La date limite est demain matin, et il y a eu quelques changements de dernière minute demandés par le client. Mon père a pris une bouchée délibérée de lasagne, a mâché soigneusement et a avalé avant de répondre. En parlant de demain, ta mère et moi voulons discuter de quelque chose avec toi. Le ton sérieux m'a immédiatement mis en alerte. Je me suis servi une portion de lasagne et j'ai attendu. « Tu es ici depuis presque 3 mois maintenant, » a-t-il continué, posant sa fourchette avec précision. « Quand tu es revenu, nous avons convenu que ce serait temporaire pendant que tu te remettais sur pied. Je cherche activement des appartements, ai-je dit défensivement. Le marché est difficile en ce moment. Ce n'est pas le seul problème, a interrompu ma mère. Nous pensons que nous avons peut-être été trop accommodants et que cela ne t'aide pas à prendre ta situation au sérieux. Mon père a hoché la tête en signe d'accord. À partir du mois prochain, tu devras payer un loyer si tu veux rester ici. La déclaration est restée suspendue dans l'air comme une présence physique. J'ai soigneusement posé ma fourchette. Mon appétit soudainement disparu. D'accord, ai-je dit lentement. Ça semble juste. Combien pensez-vous ? 800 $ par mois, a déclaré fermement mon père. Plus un tiers des services publics.
Le chiffre était délibérément élevé. Je le savais immédiatement. Pas tout à fait le prix du marché pour une chambre à Seattle, mais suffisamment substantiel pour entamer un impact significatif sur mes efforts d'épargne. Cela prolongerait mon délai pour déménager de plusieurs mois. Peut-être que cela t'apprendra le respect, a ajouté ma mère, son ton suggérant qu'elle me rendait service. Pour t'aider à comprendre un peu mieux le monde réel. Le monde réel ? Comme si je ne l'avais pas vécu, subvenant entièrement à mes besoins pendant 6 ans, avant mon revers temporaire. J'ai proposé de payer le loyer depuis le début, leur ai-je rappelé. Tu as refusé. C'était avant que nous réalisions à quel point tu te sentais à l'aise, a rétorqué mon père. Zitakin. Dormir tard, rester dans ta chambre toute la journée avec tes jeux d'ordinateur. Ce ne sont pas des jeux, ai-je dit, sentant ma composure commencer à s'effriter. C'est du travail de conception professionnelle. Je l'ai expliqué à maintes reprises. Quoi que tu l'appelles, a congédié mon père d'un geste de la main. Cela ne semble pas te mener nulle part. Ton cousin Brandon a été promu analyste principal la semaine dernière. Là encore, Brandon. La barre à laquelle mon propre succès serait toujours en deçà. Je respecte que ce soit votre maison, ai-je dit prudemment. Et je suis prêt à payer un loyer, mais j'apprécierais que vous respectiez que ma carrière est légitime, même si elle est différente de ce que vous comprenez. Le rire de ma mère n'avait aucune joie. Le respect, ça se gagne, Eric. En ce moment, tu n'es qu'un poids mort ici. Le terme m'a frappé comme de l'eau glacée. Ce n'était pas la première fois que je les entendais l'utiliser, mais l'entendre me dire en face a franchi une ligne. Un poids mort, ai-je répété, incapable de masquer la blessure dans ma voix. C'est vraiment comme ça que tu me vois ? Eh bien, comment l'appellerais-tu ? A contesté mon père. 28 ans et de retour dans ta chambre d'enfance, à jouer avec des images sur un ordinateur toute la journée. Je l'appelle un professionnel qui traverse une transition de logement temporaire tout en maintenant un emploi à temps plein, ai-je répondu, ma voix plus ferme que ce que je ressentais. Je l'appelle un fils qui pensait que ses parents pourraient être solidaires en période difficile. Ne fais pas de drame, a soupiré ma mère. Nous sommes solidaires en te donnant une leçon de réalité. Ce passe-temps artistique n'est pas un cheminement de carrière. Ce n'est pas un passe-temps, ai-je dit, sentant quelque chose se briser en moi. J'ai un diplôme en graphisme. Je suis à la même agence depuis 4 ans. Je viens de conclure un contrat avec Meridian qui vaut plus que ce que papa gagne en un trimestre. Le visage de mon père s'est renfrogné. Maintenant, tu inventes juste des choses pour avoir l'air important. Ma sœur cadette Abigail, qui avait regardé cet échange en silence, a finalement parlé. En fait, papa, Eric a beaucoup de succès dans son domaine. Je suis son agence et ils sont très respectés. Reste en dehors de ça, Abigail, a répliqué ma mère. Tu ne comprends pas le monde réel non plus avec ton travail sur Facebook. Ce n'est pas un travail sur Facebook, a protesté Abigail. Je gère des campagnes de marketing complètes sur les médias sociaux. Ça suffit, a interrompu mon père. Le fait est, Eric, si tu veux continuer à vivre ici, tu paieras un loyer à partir du mois prochain. 800 $ dû le premier, et nous attendons de toi que tu commences à chercher un poste stable. J'ai regardé mes parents, ces gens qui m'avaient élevé, qui avaient autrefois soutenu mes intérêts et mes rêves. Maintenant, ils étaient assis en face de moi comme des étrangers, incapables ou unwilling de voir l'adulte que j'étais devenu. À cet instant, quelque chose s'est cristallisé en moi.
la certitude que cette situation ne s'améliorerait jamais tant que je resterais sous leur toit. « Je comprends », ai-je dit calmement, me levant de ma chaise. « Excusez-moi, j'ai besoin d'un peu d'air. » J'ai quitté la salle à manger avec autant de dignité que j'ai pu en rassembler, ignorant le commentaire de ma mère sur mon dîner non mangé. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle, mon cœur battant dans ma poitrine. La décision qui se formait inconsciemment depuis des semaines est soudainement devenue claire. Ce soir-là, après que mes parents soient allés se coucher, j'ai commencé à faire mes valises méthodiquement. Vêtements, objets personnels essentiels et, plus important encore, mon équipement de travail. J'ai travaillé en silence, efficacement, comme un homme avec un but plutôt que comme un homme en fuite vaincu. À 3 heures du matin, ma voiture était chargée de tout ce dont j'avais vraiment besoin. Les meubles et les objets non essentiels pouvaient attendre. Sur mon bureau, j'ai laissé une note. « Maman et papa, j'ai décidé de retirer le poids mort de votre maison. Merci pour le refuge temporaire, mais je ne peux pas rester là où mon travail et mes choix sont si fondamentalement bafoués. Je vous contacterai une fois installé, Eric. » J'ai jeté un dernier regard autour de la pièce qui avait été témoin de mes rêves d'enfance et de mes humiliations récentes. Puis, je suis sorti calmement, fermant la porte d'entrée derrière moi. Alors que je m'éloignais dans l'obscurité de l'aube, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Du chagrin pour la relation que j'avais perdue, de l'anxiété face à l'avenir incertain, mais surtout un sentiment surprenant de libération. La rupture avait été faite. Il n'y avait plus de retour en arrière, seulement de l'avant, vers ce qui viendrait ensuite. La pâle lumière de l'aube perçait au-dessus de Seattle lorsque je suis arrivé à l'appartement de Marcus. Je lui avais envoyé un message juste avant de quitter la maison de mes parents, lui demandant si son offre d'hébergement temporaire était toujours disponible. Sa réponse immédiate « Viens ici. Les portes sont déverrouillées » a fourni le premier sourire sincère que j'avais ressenti depuis des jours. Marcus m'attendait à sa porte lorsque j'ai gravi péniblement les escaliers, un sac de sport sur l'épaule et une mallette d'ordinateur portable serrée protectrice contre ma poitrine. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a serré dans ses bras. « Putain, ils t'ont vraiment fait la misère, pas vrai ?» a-t-il dit, reculant pour m'aider avec mes sacs. « On pourrait dire ça, » ai-je répondu, l'épuisement me frappant soudainement comme un poids physique. « Merci pour ça, mec. Ça ne durera pas longtemps. »« Reste aussi longtemps que tu veux, » a insisté Marcus, me montrant sa chambre d'amis. L'espace était petit mais propre, avec un futon, un bureau et une petite commode. « Ce n'est pas le Ritz, mais il y a le Wi-Fi, et personne ne t'appellera un poids mort. » Ces 2 mots suffirent à ramener à la mémoire la douloureuse conversation du dîner. Je me suis laissé tomber lourdement sur le futon, la tête dans les mains. « Tu veux en parler ?» a demandé Marcus, appuyé contre le chambranle de la porte. « Pas encore, » ai-je répondu honnêtement. « J'ai besoin de dormir puis de travailler. J'ai toujours une date limite ce matin. » Marcus a hoché la tête en signe de compréhension sans plus d'explication. « Repose-toi, nous réglerons le reste plus tard. » J'ai réussi à dormir 3 heures de sommeil agité avant que mon réveil interne ne me secoue. La date limite du projet Meridian approchait et la responsabilité professionnelle l'emportait sur la crise personnelle. J'ai installé mon ordinateur portable sur le petit bureau, connecté au Wi-Fi de Marcus, et me suis replongé dans le travail que j'avais abandonné la veille au soir. À midi, j'avais soumis le projet terminé et reçu une approbation enthousiaste du client. La victoire professionnelle
a fourni un léger contrepoids à la défaite émotionnelle de la nuit précédente. J'étais toujours un designer précieux, même si mes propres parents ne pouvaient pas le voir. Mon téléphone est resté éteint. Je n'étais pas prêt à gérer les messages qui pourraient m'attendre de ma famille. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les préoccupations pratiques immédiates, trouver un logement permanent, récupérer mes affaires restantes et maintenir ma productivité professionnelle malgré le bouleversement. Marcus est rentré de son travail de kinésithérapeute ce soir-là, avec de la nourriture à emporter et une oreille attentive. Devant des boîtes de cuisine chinoise, j'ai finalement raconté toute l'histoire de la confrontation au dîner et de mon départ à minuit. « Je suis désolé que ça en soit arrivé là », a dit Marcus quand j'ai eu fini. « Mais honnêtement, je pense que tu as pris la bonne décision. Cette situation était toxique. »« Ce sont toujours mes parents, » ai-je dit, ressentant un tourbillon d'émotions compliquées. Je n'arrête pas de me demander si j'ai réagi de manière excessive. « Eric, ils t'ont appelé poids mort en face après avoir sapé ta carrière pendant des mois. Ce n'est pas juste un malentendu. C'est un manque de respect, pur et simple. » Entendre quelqu'un d'autre formuler ainsi la chose a contribué à solidifier ma résolution. Je n'avais pas réagi de manière excessive. J'avais finalement établi une limite qui aurait dû être établie beaucoup plus tôt. Le lendemain matin, j'ai commencé la recherche d'appartements sérieusement. Mon budget était serré, surtout sans le coussin financier que j'espérais construire en restant chez mes parents. Mais l'urgence de ma situation a apporté de la clarté sur les priorités. J'avais besoin d'un endroit qui puisse accueillir ma configuration de travail et qui soit à une distance raisonnable des réunions clients en personnes potentielles. Tout le reste était négociable. Après 2 jours de recherches intensives et 4 visites décevantes, j'ai trouvé un petit appartement studio dans un bâtiment industriel, converti à la périphérie du quartier de Capitol Hill. L'espace était minimal, une seule pièce avec des murs en briques apparentes, de hautes fenêtres et une petite kitchenette, plus une salle de bain qui pouvait être généreusement décrite comme compacte. Mais le loyer était dans mon budget, et le bâtiment offrait une entrée sécurisée et une connexion Internet fiable, une exigence essentielle pour mon travail. « Je le prends », ai-je dit au gestionnaire immobilier sans hésitation, signant le bail sur le champ et fournissant la caution avec mes économies. « Vous pouvez emménager immédiatement », m'a-t-elle informé, me remettant les clés. Le locataire précédent est parti il y a 2 semaines. Ce soir-là, j'ai finalement allumé mon téléphone. L'écran de notification s'est immédiatement rempli d'appels manqués et de messages textes. La plupart étaient corps de ma mère, leur ton évoluant de « Eric agacé ». Ceci est un comportement enfantin. Ah, inquiet. S'il te plaît, fais-nous savoir que tu es en sécurité. Ah, de plus en plus paniqué. Nous envisageons d'appeler la police si nous n'avons pas de tes nouvelles bientôt. Il y avait aussi plusieurs messages d'Abigail. Ils ont trouvé ta note ce matin. Papa est furieux. Maman pleure. Qu'est-ce qui s'est passé? Es-tu OK? S'il te plaît, envoie-moi un message, même si tu ne veux pas leur parler. Ils sont entrés dans ta chambre et ont paniqué quand ils ont vu que tes affaires d'ordinateur avaient disparu. Je pense qu'ils ont enfin réalisé que tu étais sérieux. Ça fait 3 jours. Ils s'inquiètent vraiment maintenant. Maman continue de dire qu'elle ne pensait pas que tu partirais vraiment. J'ai d'abord texté Abigail. Je suis en sécurité. J'ai trouvé un appartement. Nous t'appellerons demain. À ma mère, j'ai envoyé seulement « Je suis en sécurité et j'ai trouvé un logement. Nous vous contacterons pour récupérer mes affaires restantes. » Puis j'ai éteint le téléphone à nouveau, pas prêt pour les réponses inévitables. Le lendemain, j'ai déménagé mes quelques possessions de la chambre d'amis de Marcus vers mon nouvel appartement.
L'espace résonnait de vide, ne contenant que mon équipement de travail, mes vêtements et mes objets personnels que j'avais réussi à emballer cette nuit-là. Pas de meubles, pas de décoration, rien qui donne à un espace une impression de chez soi. Mais c'était le mien, payé avec mon propre argent, libre de jugement et de critique. J'ai installé mon poste de travail, créant d'abord un espace de bureau fonctionnel dans un coin. Je dormirais sur un matelas pneumatique jusqu'à ce que je puisse me permettre des meubles appropriés. L'inconfort physique semblait un petit prix à payer pour le confort psychologique de l'indépendance. Cette première nuit seule dans mon nouvel appartement était une étude de contradiction. Je me sentais à la fois intensément seul et profondément paisible. Le silence, ininterrompu par des commentaires passifs-agressifs ou des soupirs désapprobateurs, était comme un baume sur mes nerfs usés. J'ai travaillé tard dans la nuit pour rattraper les projets qui avaient souffert du tumulte émotionnel de la semaine écoulée. 6 jours après mon départ, mon téléphone a sonné avec le numéro de mon père. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu. Éric. Sa voix sonnait différemment, plus petite d'une certaine manière. Oui. J'ai gardé ma réponse neutre, incertain de l'issue de cette conversation. Ta chambre est vide, a-t-il dit, comme si c'était une découverte surprenante. Toutes tes affaires ont disparu. J'ai pris ce dont j'avais besoin cette nuit-là, ai-je expliqué. Je m'arrangerai pour récupérer le reste bientôt. Tu as vraiment déménagé, a-t-il déclaré, la réalisation semblant juste s'enfoncer. Où loges-tu? J'ai trouvé un appartement. Je vais bien. Une longue pause a suivi, remplie de mots inexprimés des deux côtés. Finalement, il a demandé « Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi partir en pleine nuit ?» La question a allumé une étincelle de colère que je pensais avoir dépassée. J'ai essayé de vous parler, à toi et à maman, pendant des semaines. Vous n'écoutiez pas. Vous m'avez clairement fait comprendre ce que vous pensiez de moi et de ma carrière. Nous essayons juste de te motiver, a-t-il dit, sa voix prenant une tournure défensive. En m'appelant poids mort, en rejetant ma profession comme un passe-temps. Ce n'est pas de la motivation, papa. C'est du manque de respect. Un autre silence, plus long cette fois. En arrière-plan, j'entendais ma mère poser des questions, sa voix teintée d'anxiété. Ta mère veut savoir si tu viens à la maison, a-t-il finalement dit. Non, ai-je répondu fermement. Je ne le ferai pas. C'est ma maison maintenant. La ligne est redevenue silencieuse et j'ai réalisé que c'était peut-être la première fois que mon père m'entendait fixer une limite avec une telle conviction. Après un moment, il a soupiré. Nous devrions en parler face à face. J'ai considéré la demande. Une partie de moi voulait refuser pour protéger la fragile indépendance que je venais d'établir. Mais une autre partie a reconnu qu'une rupture nette n'était pas possible, ni peut-être même souhaitable, avec la famille. Pas encore, ai-je décidé. J'ai besoin de temps. Je vous contacterai quand je serai prêt. Après avoir raccroché, je me suis tenu à la fenêtre de mon appartement, regardant la vue inconnue de mon nouveau quartier. En bas, les gens vaquaient à leur routine du soir, chacun portant ses propres relations compliquées et luttes privées. J'étais juste un parmi beaucoup naviguant sur le terrain difficile entre obligations familiales et respect de soi. Mon téléphone a vibré avec un message d'Abigaël. J'ai entendu papa parler. Ils sont sous le choc. Je pense qu'ils réalisent enfin que tu es sérieux. J'ai tapé en retour. Je suis sérieux. Ce n'est pas un accès de colère ni une tactique de négociation. Sa réponse est venue rapidement. Je sais. Je suis fier de toi. Veux-tu que j'apporte une partie de tes affaires ce week-end ?
Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti un sourire sincère se former. Oui, et merci de comprendre. Toujours, a-t-elle répondu. Certains d'entre nous respectent les graphistes par ici. Ce petit échange de soutien a apporté plus de réconfort que je ne pouvais l'exprimer. Debout dans mon appartement presque vide, j'ai ressenti quelque chose changer en moi. Une certitude croissante que malgré la difficulté du chemin que j'avais choisi, c'était sans aucun doute le bon. Un mois après mon départ abrupt de chez mes parents, mon appartement studio commençait à ressembler à mon propre espace. J'avais acquis un sommier et un matelas d'une vente de liquidation, trouvé un canapé servissable dans un groupe de quartier par rien, et je m'étais offert un bureau et une chaise appropriés pour mon coin travail. L'appartement était meublé avec parcimonie selon les normes conventionnelles, mais il contenait tout ce dont j'avais besoin pour vivre et travailler efficacement. Plus important encore, ma vie professionnelle prospérait d'une manière que je n'avais pas anticipée, sans le courant constant de critiques et de jugements. Ma créativité coulait plus librement. Je me suis surpris à prendre plus de risques avec les designs, à repousser les limites que j'avais abordées avec prudence auparavant. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. C'est exactement ce que nous recherchions, s'est enthousiasmé le directeur marketing de Meridian lors de notre réunion de suivi. La réactivité de l'interface mobile est transparente et le système d'identité visuelle capture parfaitement l'évolution de notre marque. Le succès du projet Meridian a conduit directement à 2 références. Des clients de haut profil qui avaient vu mon travail et m'avaient spécifiquement demandé pour leur projet. Mon superviseur à l'agence était ravi. « Quoi que tu fasses différemment, continue comme ça », m'a-t-elle dit lors de notre point vidéo hebdomadaire. Ton travail récent a été exceptionnel. Nous te considérons pour le poste de chef d'équipe sur le compte NextGen, si cela t'intéresse. Le compte NextGen était le plus important du portefeuille de notre agence, une start-up technologique avec un capital risque substantiel. Chef d'équipe signifierait une augmentation de salaire significative et un plus grand contrôle créatif. J'ai accepté immédiatement. « Fantastique », a-t-elle répondu. « Il n'y a qu'une seule chose dont nous aurions besoin. Certaines réunions clients nécessiteraient une présence en personne. Cela poserait-il un problème ? » Pas du tout, l'ai-je assuré, célébrant silencieusement ce développement. Le revenu supplémentaire accélérerait mes plans pour meubler correctement mon appartement et reconstituer mes économies. Ce week-end-là, Abigail a rendu visite à mon nouvel endroit pour la première fois, apportant une autre boîte de mes affaires qu'elle avait sauvée de la maison de nos parents. « Waouh !» a-t-elle dit, en regardant le studio. « C'est petit, mais ça te va d'une certaine manière. »« Merci, je crois. » J'ai ri, lui prenant la boîte. « Café. » Alors que nous étions assis à mon petit comptoir de cuisine, je lui ai raconté mes succès professionnels du mois dernier. Son enthousiasme sincère contrastait fortement avec ce à quoi j'étais habitué de la part de nos parents. « C'est incroyable, Eric. Le compte NextGen est énorme. J'ai vu leur publicité partout dernièrement. Comment vont maman et papa ?» Ai-je posé la question que j'avais évitée depuis son arrivée. L'expression d'Abigail a changé, hésitante, honnêtement. « Ils ne se rendaient pas compte de tout ce que tu faisais à la maison. La pelouse a l'air horrible. Papa n'arrive pas à comprendre les réglages de la télévision intelligente que tu as programmée. Et l'imprimante de maman n'arrête pas de se coincer. » J'ai ressenti une pointe de satisfaction à cette nouvelle, suivie immédiatement de culpabilité pour ce sentiment. Ils m'ont appelé plusieurs fois, ai-je admis. J'ai répondu par des messages textes, mais je ne suis pas prêt pour une conversation plus longue. Je comprends, m'a assuré Abigail. Ils étaient vraiment hors limite, mais je pense qu'ils commencent à s'en rendre compte.
Maman a en fait défendu ta carrière auprès de tante Suzanne la semaine dernière. Cela m'a surpris. Ah, vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Tante Suzanne a fait un commentaire du genre que tu jouais sur ordinateur au lieu d'avoir un vrai travail. Et maman l'a en fait corrigé. Elle a dit « C'était un designer professionnel avec des clients importants ». L'information a créé des émotions conflictuelles. Une partie de moi était satisfaite d'entendre ma mère reconnaître enfin la légitimité de ma carrière. Une autre partie ressentait de la frustration, qu'il ait fallu mon départ complet pour obtenir cette reconnaissance de base. « Ils veulent visiter ton appartement », a poursuivi Abigail prudemment. « Maman ne cesse de demander ton adresse. »« Je ne suis pas prêt pour ça, » ai-je dit fermement. « Peut-être que nous pouvons nous rencontrer quelque part de neutre d'abord. » Abigail a hoché la tête en signe de compréhension, sans jugement. « Dis-moi juste quand tu seras prêt. Il ne le gère pas bien, mais je pense qu'il te manque sincèrement. » Après son départ, j'ai reçu un message inattendu de LinkedIn de Thomas Farao, un associé d'affaires de mon père que j'avais rencontré lors de fonctions familiales au fil des ans. Eric, j'étais récemment à une conférence où Meridian a dévoilé son nouveau site web et son rafraîchissement de marque. Quand ils ont crédité le travail de conception à votre agence et ont spécifiquement mentionné votre nom, j'ai été impressionné de faire le lien. Ton père parlait toujours de ton travail sur ordinateur, mais je n'avais aucune idée que tu créais à ce niveau. Si cela t'intéresse, notre entreprise cherche à mettre à jour sa présence numérique. Pourrions-nous discuter? Le message représentait une intersection inattendue de mes mondes personnels et professionnels. L'entreprise de Thomas appartenait au même secteur manufacturier que le cabinet de mon père, bien que plus progressiste dans son approche du marketing numérique. L'opportunité était trop précieuse pour être ignorée pour des raisons personnelles. Nous avons organisé une réunion autour d'un café pour la semaine suivante. Thomas était direct et professionnel, me traitant avec le respect d'un consultant apprécié, plutôt que comme le fils de son collègue. « Shorttake, votre portfolio est impressionnant », a-t-il dit après avoir examiné mes échantillons de travail. En particulier, vos solutions e-commerce. C'est un domaine principal que nous cherchons à renforcer. Nous avons discuté des besoins de son entreprise, des approches potentielles et des considérations budgétaires. À la fin de notre réunion, j'avais un nouveau client et un contrat substantiel qui consoliderait davantage mon indépendance financière. J'ai mentionné à ton père que nous nous rencontrions, a dit Thomas, alors que nous nous séparions. Il semblait surpris. Nous ne sommes pas en contact étroit pour le moment, ai-je expliqué diplomatiquement. Thomas a hoché la tête sans demander de détails. Eh bien, je suis content de travailler avec vous. Votre talent parle de lui-même. Ce soir-là, mon téléphone s'est illuminé avec un appel de ma mère. C'était la 3e tentative en 2 jours. Cette fois, j'ai répondu. Eric. Sa voix semblait hésitante, contrairement à son ton habituellement confiant. Salut, maman. Thomas Farao a parlé à ton père de ta réunion aujourd'hui. Il a dit que son entreprise t'embauchait pour des travaux de conception. C'est exact, ai-je confirmé. C'est un projet important. Je ne comprends pas, a-t-elle dit, l'émotion s'infiltrant dans sa voix. Pourquoi travaillerais-tu avec les collègues de ton père, mais ne nous parlerais pas? C'est une relation professionnelle, maman. Je n'évite pas l'industrie de papa. J'évite le manque de respect que j'ai ressenti chez vous. Nous n'avons jamais voulu te manquer de respect, a-t-elle protesté, en appelant ma profession un passe-temps, en me comparant constamment à Brandon, en m'appelant poids mort. Sa respiration haletante était audible. Nous ne voulions pas dire ça littéralement.
Les mots ont un sens, maman, et les vôtres étaient parfaitement clairs. La ligne est restée silencieuse un moment, avant qu'elle ne parle à nouveau. Sa voix plus petite. Ta chambre est toujours vide. Quand rentres-tu à la maison? La question a révélé à quel point elle comprenait fondamentalement la situation. Je suis à la maison, maman. C'est mon appartement, mon espace, ma vie indépendante. Je ne reviens pas vivre avec toi et papa. Mais pourquoi ta chambre est-elle vide? A-t-elle demandé, la confusion évidente dans son ton. Où sont toutes tes affaires? Abigail m'a aidé à les déplacer progressivement. J'ai pris l'essentiel cette première nuit. Un autre silence, plus long cette fois. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment, a-t-elle finalement dit. Je pensais que tu faisais juste une déclaration. J'ai fait une déclaration, ai-je répondu. Et la déclaration était assez sérieuse pour agir. Vas-tu au moins nous rencontrer? A-t-elle demandé. Ton père et moi voulons te parler en personne. J'ai considéré la demande. Près d'un mois s'était écoulé, assez de temps pour que les réactions initiales se calment et que la perspective se développe des deux côtés. D'accord, ai-je convenu. Mais pas à la maison. Rencontrons-nous au Westlake Coffee, au centre-ville, samedi à 11h. Nous serons là, a-t-elle promis, le soulagement évident dans sa voix. Après avoir raccroché, je me suis assis à mon bureau, fixant le projet Meridian affiché sur mon moniteur. Le design qui avait été rejeté comme des trucs d'ordinateur lors du dîner chez mes parents m'apportait maintenant reconnaissance professionnelle, nouveaux clients et sécurité financière. L'ironie n'a pas échappé. Mon téléphone a vibré avec un message de mon père. Ta mère dit « Nous nous rencontrons samedi. Je suis impatient. » Le ton formel était typique de ces messages textes, n'offrant aucun indice sur ses pensées ou sentiments réels. Pendant un moment, je me suis demandé si la réunion était prématurée, si assez avait vraiment changé pour la rendre utile. Mais les éviter indéfiniment n'était pas non plus la réponse. Le samedi serait un point de départ, pour le meilleur ou pour le pire. L'atmosphère à l'intérieur de Westlake Coffee portait l'agréable arôme d'espresso fraîchement moulu et de pâtisserie, offrant une toile de fond réconfortante pour ce qui promettait d'être une conversation inconfortable. Je suis arrivé 15 minutes en avance, choisissant une table dans un coin qui offrait un peu d'intimité, tout en restant dans un espace public. J'ai commandé un latte et j'ai attendu, révisant les points de discussion potentiels dans mon esprit, comme si je me préparais à une réunion client difficile. Mes parents sont arrivés précisément à 11h, la ponctualité de mon père étant l'un de ses traits prévisibles. Ils ont scanné le café avec anxiété avant de m'apercevoir dans le coin. Le visage de ma mère s'est illuminé d'un sourire qui semblait sincèrement soulagé, tandis que mon père conservait son expression réservée habituelle. Il semblait en quelque sorte plus petit que je ne m'en souvenais. Ou peut-être les voyais-je différemment maintenant. « Éric !» a dit ma mère chaleureusement, tendant la main pour un câlin que j'ai rendu un peu maladroitement. « Tu as l'air bien. »« Tu as perdu du poids », a observé mon père, me tendant la main pour une poignée de main formelle. « J'ai été occupé, » ai-je répondu, leur faisant signe de s'asseoir. « Voulez-vous commander d'abord ?» Une fois qu'ils furent revenus avec leur boisson, un silence gêné s'installa à notre table. Chacun semblait réticent à entamer la conversation difficile qui nous attendait. « Ton appartement » a finalement commencé ma mère. Abigail dit qu'il est sympa, mais très petit. « C'est un studio », ai-je confirmé. « Mais il a tout ce dont j'ai besoin, y compris un excellent éclairage naturel pour mon travail. »« Où est-il situé ?» a demandé mon père. « Dans le quartier de Capitol Hill », ai-je dit délibérément vague.
Je n'étais pas encore prêt à partager mon adresse exacte. Cela doit être cher, a commenté son ton, suggérant une irresponsabilité financière de ma part. Je peux me le permettre, ai-je déclaré fermement, surtout avec ma récente promotion et mes nouveaux clients. Ma mère s'est penchée avidement. Abigail a mentionné quelque chose à propos d'une promotion. Qu'est-ce que cela signifie exactement dans ta profession? La curiosité sincère de sa question représentait un changement minime, mais significatif par rapport à son attitude méprisante précédente. J'ai été promu chef d'équipe sur notre plus gros compte, ai-je expliqué. Cela s'accompagne d'une augmentation substantielle et d'un plus grand contrôle créatif. Je prends également en charge des clients indépendants en dehors de l'agence, comme l'entreprise de Thomas Farao. Thomas a été très impressionné par ton travail, a admis mon père, me surprenant avec cet aveu direct. Il m'a montré la proposition que tu avais préparée pour la refonte de leur site web. C'était très professionnel. Venu de lui, cela s'apparentait à des louanges fusives. « Pourquoi es-tu parti sans nous parler d'abord » a demandé ma mère brusquement, les yeux brillants. « Chaud, sais-tu à quel point nous étions inquiets ?» J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant de rester calme et clair. J'ai parlé avec vous plusieurs fois. Vous n'écoutiez pas. Nous écoutions, a rétorqué mon père. Nous étions simplement en désaccord avec tes choix. Le désaccord, c'est bien, ai-je dit. Le manque de respect, non. Appeler la profession de quelqu'un un passe-temps ou des jeux d'ordinateur n'est pas un désaccord. C'est un rejet. Nous étions inquiets, a insisté ma mère. Vivre à la maison à 28 ans, ce n'est pas normal. J'étais là temporairement parce que mon bâtiment a été vendu, leur ai-je rappelé. Je cherchais activement un nouveau logement tout en travaillant à temps plein. Rien de tout cela ne justifiait le niveau de critique que j'ai reçu. Mon père s'est remué inconfortablement sur sa chaise. Peut-être avons-nous été un peu durs. Un peu, ai-je répété incrédule. Tu m'as appelé poids mort en face. Après des semaines à dénigrer ma carrière, à me comparer défavorablement à Brandon et à me traiter comme un échec, ma mère a tressailli au rappel. Nous ne voulions pas dire ça. Comment d'autres pouviez-vous le dire? Ai-je demandé. Les mots ont un sens, maman, et les vôtres étaient parfaitement clairs. Un silence tendu est tombé sur notre table. Mon père fixait son café comme s'il contenait des réponses, tandis que ma mère s'essuyait les yeux avec une serviette. « Nous voulons que tu rentres à la maison », a-t-elle finalement dit. « Ce ne sera pas le cas », ai-je répondu doucement mais fermement. « J'ai mon propre appartement maintenant. Je construis ma vie indépendante. »« Sans nous », a déclaré mon père sèchement. « Cela dépend entièrement de toi, » ai-je rétorqué. Je ne t'exclus pas de ma vie. J'établis des limites sur la façon dont je mérite d'être traité. J'ai atteint mon sac à bandoulière et j'ai sorti ma tablette, ouvrant un portfolio numérique que j'avais préparé spécifiquement pour cette réunion. « Je veux vous montrer quelque chose, » ai-je dit, plaçant la tablette entre eux. « C'est le travail que vous avez rejeté comme des jeux d'ordinateur et des petits dessins. » Le portfolio affichait mes projets récents, y compris le site web Meridian, les interfaces d'applications mobiles pour plusieurs marques bien connues et des supports de marketing numérique qui avaient considérablement augmenté les taux de conversion des clients. Chaque projet comprenait des témoignages clients et des indicateurs de performance. Cette dernière diapositive montre ma croissance de revenus au cours des 3 dernières années, ai-je expliqué en passant à l'image finale. Comme vous pouvez le voir, ma carrière n'est pas seulement stable, mais elle est en croissance constante. La baisse que vous voyez en avril, c'est quand j'ai dû quitter mon appartement
et gérer le stress de vivre dans un environnement non solidaire. Mon père a étudié les graphiques avec l'attention qu'il réservait habituellement à ses propres rapports commerciaux. Ces chiffres sont exacts, a-t-il demandé, son ton passant du sceptique à la surprise. Ils sont directement tirés de mes déclarations de revenus et des valeurs contractuelles, ai-je confirmé. Je gagne plus maintenant que le cousin Brandon d'ailleurs, ce qui n'est pas que ça devrait importer. L'expression de ma mère était passée de défensive à contemplative, alors qu'elle faisait défiler le portfolio. Ce sont vraiment de belles choses, a-t-elle admis, s'arrêtant sur un système d'identité de marque que j'avais créé pour une entreprise d'aliments biologiques. Je n'avais aucune idée que c'était ce que tu faisais. C'est le problème, ai-je dit calmement. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé. Mon père s'est éclairci la gorge, manifestement mal à l'aise avec la direction de la conversation. Ta mère et moi avons discuté et nous réalisons que nous avons peut-être été injustes dans notre évaluation de ta situation. Venu de lui, cela s'apparentait à des excuses profondes. Nous aimerions que tu reviennes à la maison, a ajouté rapidement ma mère. Pas de loyer, pas de critique. Promis. J'ai secoué la tête. J'apprécie l'offre, mais ce n'est pas possible. J'ai signé un bail, installé mon espace de travail et établi mon indépendance. Revenir en arrière n'est pas une option. Alors qu'est-ce que tu veux de nous ? A demandé mon père, la frustration se glissant dans sa voix. Le respect, ai-je répondu simplement. La reconnaissance que mes choix et ma carrière sont valides, même s'ils sont différents de ce que vous comprenez ou choisiriez pour moi. Je veux une relation entre adultes, pas une séance de jugement continu. Ma mère a tendu la main par-dessus la table pour toucher la mienne. Nous te respectons, Eric. Nous sommes fiers de toi. Nous l'avons simplement mal montré. Très mal, ai-je convenu. Mais j'ai retourné son geste avec une légère pression de sa main. Il faudra du temps pour reconstruire la confiance. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? A demandé mon père, toujours pragmatique, cherchant des étapes concrètes. Maintenant, nous recommençons, ai-je suggéré avec des limites claires et un respect mutuel. J'aimerais avoir une relation avec vous deux, mais cela doit être une relation qui reconnaît qui je suis réellement, et non qui vous souhaitez que je sois. Et qui es-tu ? A-t-il posé la question, étonnamment sincère. Je suis un graphiste prospère qui aime son travail. Je suis indépendant, responsable et bon dans ce que je fais. Je suis ton fils, mais je suis aussi ma propre personne, avec mon propre chemin. Mon père a hoché la tête lentement, semblant vraiment me voir. Peut-être pour la première fois, depuis que j'avais choisi l'école d'art, plutôt que le diplôme en commerce qu'il préférait. Il y a autre chose que tu devrais savoir, ai-je ajouté, décidant de mettre toutes mes cartes sur la table. Cocotan. L'entreprise pour laquelle je fais du travail de conception, Thomas Farao. Ce sont des concurrents directs de votre entreprise dans le domaine numérique. Ils mettent en œuvre des stratégies que votre entreprise a résisté à adopter. Les sourcils de mon père se sont levés de surprise. Thomas n'en a pas parlé, parce qu'il reconnaît une bonne stratégie commerciale quand il en voit une, ai-je répondu sans m'excuser. Son entreprise grandit alors que la vôtre peine à s'adapter aux conditions changeantes du marché. Plutôt que la réaction défensive que j'attendais, mon père a paru pensif. Peut-être devrions-nous en discuter plus en détail. Ta perspective pourrait être précieuse. Cette concession, l'aveu que j'avais peut-être des idées professionnelles dignes de considération, a représenté un changement sismique dans notre relation. Je serais heureux de partager mes réflexions, ai-je offert professionnellement. Alors que notre réunion touchait à sa fin,
La tension qui avait dominé la conversation initiale s'était transformée en quelque chose de plus complexe, un pont timide se construisant entre les attentes traditionnelles de mes parents et ma réalité actuelle. « Viendras-tu dîner dimanche prochain ?» a demandé ma mère avec espoir. Juste un dîner, sans pression, sans critique. J'ai considéré l'invitation. Oui, ai-je décidé. Mais je conduirai moi-même et je partirai quand je serai prêt à partir. Bien sûr, a-t-elle accepté rapidement. Tout ce qui te met à l'aise. Alors que nous nous levions pour partir, mon père a fait quelque chose d'inattendu. Il a tendu la main, non pas pour une autre poignée de main formelle, mais en tenant une carte de visite. « C'est ridicule », a-t-il dit grognon, me donnant la carte de visite de mon fils. Mais peut-être pourrions-nous discuter de certaines de ces stratégies numériques que tu as mentionnées, professionnellement. J'ai accepté la carte, la reconnaissant comme sa version d'un rameau d'olivier. J'aimerais ça. Dehors, au café, nous nous sommes séparés avec des accolades timides et des promesses de nous parler bientôt. Alors que je les regardais monter dans leur voiture, je n'ai ressenti ni triomphe ni colère persistante, mais plutôt un espoir tranquille que peut-être nous avions trouvé le début d'une relation nouvelle, plus authentique, fondée sur le respect mutuel plutôt que sur l'attente et l'obligation. 6 mois après notre rencontre au café, mon appartement studio s'était transformé en un chez-soi confortable qui reflétait à la fois mon esthétique personnelle et mon identité professionnelle. Les murs en briques apparentes arboraient désormais des impressions encadrées de mes projets de conception préférés aux côtés de photographies de moments significatifs. Le sommet du mont Rainier que j'avais escaladé avec Marcus, une photo spontanée d'Abigail riant lors d'un dîner d'anniversaire surprise que j'avais organisé pour elle. Et oui, même une photo de famille prise à Thanksgiving. Mon entreprise de design avait prospéré au-delà de mes projections les plus optimistes. La promotion au poste de chef d'équipe à l'agence s'était accompagnée de responsabilités supplémentaires qui m'ont mis au défi et m'ont engagé créativement. Pendant ce temps, ma liste de clients indépendants s'était développée au point où j'envisageais une décision difficile, mais excitante. Rester à l'agence ou créer mon propre studio de design. Les transformations les plus profondes, cependant, s'étaient produites dans mes relations familiales. Le dîner du dimanche, qui a suivi notre rencontre au café, avait été maladroit, mais civil, mes parents évitant consciemment les commentaires sur ma carrière ou ma situation de vie. Le deuxième dîner s'est mieux passé avec mon père, qui a réellement posé des questions sur un projet sur lequel je travaillais. Au troisième dîner mensuel, ma mère avait fièrement montré les nouvelles cartes de visite que j'avais conçues pour sa petite entreprise de pâtisserie d'appoint, disant à son ami au téléphone « Mon fils, le designer, les a créées. Elles n'ont pas l'air professionnelles ?» Ces petits pas ont progressivement reconstruit ce qui avait été brisé, pas dans sa forme originale. La dynamique parent-enfant, où il donnait dans les ordres et je me conformais, avait disparu à jamais. Mais elle s'était transformée en quelque chose de nouveau. Une relation entre adultes qui partagèrent du sang et une histoire, mais se respectaient mutuellement leurs chemins séparés. « J'organise le dîner ce dimanche », ai-je dit à mes parents lors de notre appel téléphonique hebdomadaire, une pratique que nous avions établie pour maintenir une communication régulière dans mon appartement. « Je voudrais que vous veniez tous les deux. » Il y eut une brève pause, avant que ma mère ne réponde avec enthousiasme. « Nous serions ravis. Pouvons-nous apporter quelque chose ?»« Juste vous-même, les ai-je assurés, et un esprit ouvert. » Mon appartement, bien que petit, avait été aménagé pour accueillir confortablement 4 personnes à dîner. J'avais passé la journée à préparer un repas qui reflétait mon indépendance retrouvée, des recettes simples mais exécutées avec soin
qui démontrait à la fois une compétence pratique et un soin personnel. Quand mes parents sont arrivés, accompagnés d'Abigail, leur réaction à mon espace était révélatrice. « C'est en fait assez agréable », a commenté mon père, examinant la disposition efficace et les touches personnalisées. « Tu as fait beaucoup avec une superficie limitée. Je suis impressionné par ton organisation, » a ajouté ma mère, remarquant comment mon coin travail était séparé de l'espace de vie par une bibliothèque judicieusement placée. Ça semble beaucoup plus grand que ce que je pensais. Pendant le dîner, la conversation a coulé plus naturellement qu'elle ne l'avait fait depuis des années, abordant les nouvelles de la famille, les événements actuels et oui, mes récents succès professionnels. Mon père a mentionné une réunion qu'il avait eue avec le conseil d'administration de son entreprise, où il avait présenté certaines des stratégies de marketing numérique dont nous avions discuté lors de nos consultations professionnelles. Ils étaient résistants au début, a-t-il admis, mais les chiffres ont fait un argument convaincant. Nous mettons en œuvre la première phase au prochain trimestre. C'est fantastique, ai-je répondu, sincèrement ravi de sa volonté de s'adapter. Le marché évolue si rapidement que l'adaptabilité devient le principal avantage concurrentiel. J'ai appris cela de toi principalement, a-t-il concédé. La simple admission qu'il avait appris quelque chose de précieux de moi représentait une évolution profonde dans notre relation. Après le dîner, alors que nous savourions un café et la tarte aux pommes que ma mère avait insisté pour apporter, malgré mes assurances que j'avais le dessert couvert, elle a abordé le sujet qui était resté immentionné pendant des mois. « Je veux m'excuser, » a-t-elle dit, posant sa fourchette. « Vraiment m'excuser pour la façon dont ton père et moi t'avons traité quand tu logeais chez nous. » Mon père a hoché la tête en signe d'accord. « Nous avions tort, » a-t-il ajouté. « À propos de ta carrière, à propos de toi, nous étions tellement concentrés sur ce que nous pensions être le succès que nous ne pouvions pas voir que tu l'avais déjà atteint, juste sur un chemin différent, » a continué ma mère. T'appeler poids mort était inexcusable. C'était, ai-je convenu, n'édulcorant pas la vérité pour leur confort. Ça a fait profondément mal venant des gens qui auraient dû être mes plus grands soutiens. Nous comprenons cela maintenant, a dit mon père. Et nous essayons de faire mieux. Vous faites mieux, ai-je reconnu. Nous le faisons tous. Abigail a levé sa tasse de café pour un petit toast. À faire mieux, a-t-elle offert. Nous avons tous trinqué nos tasses, le simple geste symbolisant l'accord pour le travail continu de reconstruire nos liens familiaux sur des fondations plus saines. Plus tard, après le départ de mes parents et de ma sœur, je me suis tenu à la fenêtre de mon appartement, regardant les lumières de la ville. Le voyage de ce dîner douloureux à ce moment de réconciliation n'avait été ni droit ni facile. Il y avait eu des conversations difficiles, des revers, des moments de doute quant à savoir si la relation pouvait vraiment être sauvée. Mais debout là, dans le silence de mon propre espace, j'ai ressenti une paix qui semblait autrefois inaccessible. La plus grande leçon que j'avais apprise ne concernait pas la dynamique familiale, ni même le respect de soi, bien que ceci soit important. La compréhension la plus profonde était que des relations significatives exigent à la fois des limites et des ponts. Vous avez besoin du courage d'établir le traitement que vous n'accepterez pas, mais aussi de la sagesse de construire des passerelles vers la connexion lorsqu'un changement authentique se produit. Ma carrière a continué de progresser, apportant sécurité financière et épanouissement créatif. 3 mois après notre dîner, j'ai pris la décision de lancer mon propre studio de design, en conservant mon poste à l'agence à temps partiel, tout en développant ma clientèle indépendante. Mon père
dans un geste qui en disait long sur notre relation transformée, a proposé d'examiner mon plan d'affaires et a fourni des aperçus précieux de ses années d'expérience en gestion. Ma mère, qui avait autrefois rejeté mon travail comme des jeux d'ordinateur, partageait maintenant fièrement mon site web professionnel avec ses amis et sa famille, me présentant comme mon fils, l'entrepreneur, avec une fierté sincère dans sa voix. Le voyage de ce dîner fatidique à ma réalité actuelle avait été transformateur, non pas parce que je leur avais prouvé qu'ils avaient tort, mais parce que nous avions tous grandi dans notre compréhension du respect, de la reconnaissance et des nombreux chemins valides qu'une vie réussie peut emprunter. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour votre famille est de partir, non pas avec colère ou rejet permanent, mais comme une déclaration claire que certains traitements sont inacceptables. L'espace créé par cette limite peut devenir le fondement de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain, plus authentique et finalement plus aimant que ce qui existait auparavant. Debout dans mon appartement ce soir-là, entouré de la vie que j'avais construite par mes propres efforts et choix, j'ai ressenti de la gratitude à la fois pour le catalyseur douloureux qui avait forcé le changement et pour la volonté de ma famille d'évoluer avec moi. Nous ne retournerions jamais au passé avec sa relation hiérarchique et son autorité incontestée. Au lieu de cela, nous avions créé quelque chose de plus précieux, une famille d'égaux, liés par l'amour et le respect, plutôt que par l'obligation et l'attente. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des personnes que vous aimez? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres parcours de vie authentiques. Rappelez-vous que parfois, les conversations les plus difficiles mènent à la croissance la plus significative. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle vous apportera une certaine perspective ou un certain réconfort si vous êtes confronté à des défis similaires dans vos propres relations.